Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine? Dans cette série de podcasts, nous allons redécouvrir la dynastie des Tang et essayer de comprendre comment cet empire est devenu le plus prospère, international et innovateur pays du monde, en léguant à l'humanité le riche patrimoine qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Épisode 14, la musique des Tang devient introspective. Pour la plupart, la dynastie des Tang était progressiste, innovante et prospère. Une dynastie qui avait le cœur ouvert et gardait un esprit tout aussi ouvert sur le monde extérieur, accueillant un vaste éventail de gens, de cultures et d'idées. Mais ce qui monte doit redescendre un jour. C'est une loi de la nature. Nous devons parler d'An Lushan. An Lushan était un général chinois de père sogdien et de mère turque. Les Turcs de l'Est avaient été conquis par l'empereur Taizong au début de la dynastie des Tang. Beaucoup de Turcs ont trouvé refuge en Chine. Ayant des compétences ou des antécédents militaires, ils étaient alors les bienvenus dans l'armée des Tang. Mais pendant un certain temps, ils ont été exclus des postes de pouvoir par ceux qui leur étaient hostiles au sein du gouvernement. Ceux-ci craignaient qu'ils puissent un jour défier l'ordre des Tang une fois au pouvoir. Mais ce courant a finalement été balayé et des généraux non indigènes ont été nommés à des postes élevés. An Lushan était l'un de ces généraux. À force de visiter la cour, il est devenu le favori de l'empereur Xuanzong et de son épouse Yang Guifei. Grâce au patronage de Yang Guifei, il a finalement été nommé gouverneur de 3 grandes provinces frontalières, lui donnant le contrôle d'une bonne partie des frontières et des 40% des forces des Tang. Sous un prétexte peu solide, il s'est révolté à Luoyang, la capitale de l'Est des Tang, où il s'est proclamé empereur d'une nouvelle dynastie. Il a ensuite marché sur la capitale de l'empire, Chang'an. L'empereur s'est enfui vers le sud. Sur le chemin, ses gardes se sont mutinés et ont demandé au souverain de condamner à mort Yang Guifei pour son rôle dans la révolte d'An Lushan. Sa mort a inspiré des poètes, des romanciers et plus récemment des cinéastes. Finalement, la rébellion a été écrasée, mais la dynastie des Tang ne serait plus jamais la même. L'événement a apporté des changements sociaux et économiques de grande envergure. La rébellion d'An Lushan a marqué un tournant pour la réputation des Tang. Pendant les 144 années qui suivirent, les Tang n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Les jours glorieux des empereurs Taizong et Xuanzong semblaient bien loin. Dans un effort pour rétablir rapidement la paix après la rébellion, la dynastie des Tang a gracié de nombreux rebelles et a mis certains d'entre eux à la tête de leur propre garnison, érodant l'autorité du gouvernement central. Le contrôle économique des Tang de la région du Nord-Est est devenu intermittent et l'empereur n'est devenu qu'une marionnette aux ordres de la garnison la plus forte. Le nombre de morts et de disparus pendant la rébellion s'élevait à 36 millions, soit les 2/3 de la population sur la liste des contribuables à cette époque. C'était un désastre. La rébellion a provoqué une énorme introspection dans les milieux artistiques. Les lettrés remettaient en question tout ce sur quoi reposait la dynastie. Plus rien ne semblait certain ni fiable. Le traumatisme laissé par la révolte a poussé beaucoup d'entre eux à se replier sur eux-mêmes, et cela se reflétait sans doute dans la musique de l'époque. La musique était également un moyen de réfléchir, de comprendre le monde et d'oublier les problèmes du présent. Les gens se sont mis à rassembler de vieilles chansons folkloriques, animées par le regret des jours meilleurs de la dynastie dans le passé. La nostalgie était reine. Cette focalisation sur les gens, leurs contes folkloriques et leur musique a favorisé le développement de la culture musicale des Tang. Une forme d'art connue sous le nom de Tse est apparue. Elle atteindrait son apogée sous la dynastie des Song. Très stylisée, c'est de la poésie chantée. Le Tse se caractérise par des vers de longueur inégale avec des schémas de rimes fixes qui reflètent les rythmes naturels de la parole. Ce qui a commencé comme une forme d'art de rue a été repris par des chanteuses professionnelles puis par des poètes. Il est passé des gargotes au jardin où les lettrés et la royauté se réunissaient. Alors que les paroles du Tse pouvaient changer, elles étaient chantées sur quelques 300 morceaux de musique existants
qui avaient leur propre titre et avaient souvent peu à voir avec le sujet des poèmes. En tant que tel, le Tse pourrait être considéré comme un dépositaire de la mémoire populaire. Le plus grand poète Tse de l'époque était Liu, le dernier monarque de la dynastie des Tang du Sud. Plus de 30 de ses textes ont été sauvegardés. On y trouve toujours une touche de mélancolie. Mais le déclin des Tang antérieurs a marqué Liu à tel point que ses œuvres sont imprégnées du chagrin et du désespoir de perdre son propre empire. Comme nombre de ses prédécesseurs, Liu était un peintre, calligraphe, collectionneur et musicien accompli. La poésie Tse lyrique exprime souvent les sentiments qui prévalaient à l'époque, tels que le désir et la perte. Parfois, le poète prenait un personnage afin d'aborder des sujets plus vastes. La principale différence avec ce qui s'était passé auparavant était que le sujet et la mise en scène étaient plus grandioses, avec l'accent mis sur la magnificence dynastique. Les sujets étaient plutôt limités, intimes et très personnels. L'une de nos sources les plus importantes pour connaître la musique de la dynastie des Tang est en fait le poème Li Bai. Il est suggéré qu'il était l'un des premiers poètes lyriques Tse, mais il y a beaucoup de débats à ce sujet. Il a cependant écrit de la poésie sur la musique, les artistes et les lieux dans lesquels ils habitaient. Les traces du passé grandiose et florissant de la musique des Tang étaient encore visibles, mais le pays s'apitoyait sur son sort. La puissance nationale diminuait, les savants et les lettrés de l'époque luttaient pour trouver de la positivité dans le monde qui les entourait. Les battements de tambour qui annonçaient jadis le début de spectacles épiques commençaient à s'estomper. Baduy aimait la musique rétro. Il aimait la musique rituelle, la musique qui devait être jouée dans les temples, à la cour et pendant les célébrations et les commémorations. Peut-être parce que cela faisait appel à son désir de trouver une certitude, une base solide. Il aimait la musique folklorique, probablement parce qu'elle aussi était enracinée dans le passé, et avait en quelque sorte survécu à tout ce que la vie avait réservé aux Tang. Il aimait la poésie et la musique qui reflétaient les instants fugaces dans un monde incertain. Assez naturellement, cette pensée s'est également reflétée dans la popularité des instruments. Luth et pipa ont occupé le devant de la scène. Ils avaient besoin d'instruments qui sonnaient comme le tonnerre et l'enchantement. Des cordes bruyantes comme la pluie, mais qui pouvaient aussi chuchoter. Les instruments sont devenus des œuvres d'art à part entière. Dans les musées, il y en a qui sont faits de bois de santal et d'érable. Leurs corps sont décorés de fleurs et d'oiseaux et incrustés de coquillages. Les motifs sont brillants et variés, montrant des scènes de fêtes de chasse, des montagnes et de l'eau. Leur belle décoration suggère que non seulement la musique était très appréciée, mais aussi les musiciens qui la jouaient. Et nous arrivons donc à la fin de notre enquête sur la musique des Tang. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la Chine à l'époque n'a jamais été un endroit silencieux. Tout comme les rues qui étaient remplies de bavardages et des intrigues d'une centaine de nationalités, la musique des Tang avait également une diversité sans précédent. Souvent accompagnée de danse et d'acrobatie, elle était utilisée pour porter la voix humaine qui chantait la plus belle poésie de son époque. Au cours des 300 ans d'existence de la dynastie, la musique célébrait la victoire, la prospérité et la croissance, puis plus tard le chagrin et l'introspection liés au déclin et à la chute. Quels que soient les moyens utilisés par les Tang, leurs musiciens ont laissé une marque indélébile sur la culture sonore de la Chine, même à ce jour. Remerciement spécial à Sanlian Zhongdu pour nous avoir aidés à préparer les scripts. Rendez-vous au prochain épisode.